TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Comment parvenir à faire inverser la tendance de la courbe des contaminations à la Covid-19? La question a été évoquée à la conférence de presse de la coordination de la riposte contre la maladie, coordination qui tire toujours la sonnette d'alarme. Et quelles dispositions prendre par la nourrice pour allaiter son bébé en ce temps de crise sanitaire? Vous êtes femme allaitante, nourrice, suivez des conseils pratiques dans ce journal. Et puis, Hissène Habré s'en est allé, mais la question pour l'indemnisation de ses victimes, elle, subsiste. La question a été donc évoquée au lendemain du décès de l'ex-chef d'État tchadien. Voilà donc pour les titres. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. L'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewouadan. Du Conseil des ministres du 25 août 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 25 août 2021 sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi et 3 projets de décret. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a poursuivi l'examen de l'avant-projet de loi instituant l'assurance maladie universelle au Togo. S'inscrivant dans le cadre des réformes d'inclusion prévues à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale, cette réforme vise à garantir l'accès de toutes les couches de la population à des soins de santé de qualité à travers un mécanisme de mutualisation des risques et de solidarité dans le financement. Au titre des projets de décret, le Conseil a adopté un premier projet de décret portant approbation de la charte des très petites et moyennes entreprises, TPME. Les TPME constituent aujourd'hui la base du tissu économique du Togo et participent de manière significative à la croissance économique, à la création d'emplois, à la valorisation de l'innovation, au développement régional et local et au renforcement de la cohésion sociale. Leur développement durable requiert, outre un environnement global incitatif et cohérent, un dispositif d'appui direct, performant et une offre de financement adaptée. Ce décret s'inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme R4 relative au renforcement des mécanismes d'appui aux TPME contenus dans la feuille de route gouvernementale. Le Conseil a ensuite adopté le décret fixant les règles, les conditions et les modalités de transport des marchandises dangereuses par mer, ainsi que de leur stockage et leur gestion dans les ports et les espaces maritimes sous juridiction togolaise. Ce projet de décret permettra de réduire sensiblement les risques d'accidents liés au transport par voie maritime et au stockage des marchandises dangereuses dans les espaces portuaires et leurs dépendances. Il permettra également de protéger davantage la vie humaine, l'environnement, les équipements et à donner une garantie de sécurité et de sûreté importante pour les populations et pour les armateurs internationaux dans le choix de leur port de destination. L'adoption de ce texte s'inscrit dans la volonté de notre pays de se positionner comme le premier hub logistique de la sous-région. Le Conseil a adopté un dernier projet de décret portant création du programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. Le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né, dénommé WESU, a été conçu dans le but de réduire les taux de mortalité maternelle et néonatale, conformément au renforcement de l'inclusion sociale
et à la modernisation de l'État, tel que prévu dans la feuille de route gouvernementale. Ce programme intègre de façon progressive l'ensemble des prestations de prise en charge de la femme enceinte depuis la confirmation de la grossesse jusqu'au 42e jour après l'accouchement. L'adoption de ce décret est dans la droite ligne des mesures de protection sociale en complément des mesures comme School Assure, l'assurance maladie portée par l'INAM et préfigure le dispositif d'assurance maladie universelle en cours d'examen. Fait à Lomé le 25 août 2021, le Conseil des ministres. Et à la fin du compte-rendu du Conseil, le ministre Ayebou Adam a répondu aux préoccupations des journalistes sur les différents sujets abordés et notamment le programme d'accompagnement des femmes enceintes et du nouveau-né. Qu'est-ce qui différencie ce nouveau mécanisme des autres déjà mis en œuvre par le gouvernement? Je vous propose un extrait de la réponse du ministre. Le programme d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né, un programme que l'on va dénommer WESU, qui signifie vie dans un certain nombre de nos langues nationales. Donc ce programme va consolider l'existant et l'étendre. Dans les différents projets existants, on connaissait notamment la césarienne, le programme sur la césarienne qui permettait à certaines femmes enceintes de pouvoir accéder plus facilement à cet acte-là. Et aujourd'hui, on va avoir un programme qui va prendre en charge plus largement, en commençant dès le départ, les consultations prénatales qui sont prises en charge, les analyses pendant la grossesse, un certain nombre de médicaments aussi pour pouvoir accompagner la femme enceinte et évidemment l'acte d'accouchement qui est pris en charge jusqu'à un certain taux, bien évidemment. Mais au fond, non seulement ce programme vient consolider et étendre, mais le programme vient mettre l'accent sur une nouvelle approche du système de santé togolais qui va désormais s'articuler autour de la prévention. Parce qu'une femme qui est prise en charge dès les consultations prénatales est mieux diagnostiquée et est mieux suivie. On peut anticiper les difficultés et les résoudre dans la plupart des cas. Vous suivrez donc l'intégralité de ce point de presse d'après compte-rendu du Conseil des ministres à la fin de cette édition. La situation est toujours critique en ce qui concerne la situation de la pandémie au Togo. Le discours du coordonnateur national de la riposte ne change toujours pas pendant que la courbe des contaminations est toujours ascendante dans notre pays. Et à la conférence de presse de ce mercredi, les mots d'ordre à véhiculer aux populations étaient respect des mesures barrières et vaccination. Clarisse Atikle. Les événements interdits. Acte 55 de son point de presse hebdomadaire. La coordination nationale de la gestion de la riposte contre la COVID-19 exprime son inquiétude face à la recrudescence des cas de contamination. Le Togo, en effet, continue de franchir la barre des 1000 cas par semaine. Le clou, c'était le 21 août dernier, avec 363 cas. Ces cas actuels sont dus au variant Delta qui est beaucoup plus contagieux. Mais le mobile de ce variant plus contagieux, c'est qu'il y a eu baisse de respect des mesures barrières. Quand il y a le nombre de cas qui augmente, ça entraîne une augmentation du nombre d'hospitalisations et ça entraîne aussi une augmentation des cas de décès. La semaine dernière, on était à 9 décès. Cette semaine, nous avons noté 5 décès. La courbe des contaminations est toujours dans sa phase ascendante. L'intérieur du pays est aussi touché. Dans la région centrale, pour cette semaine, à Tchaoudio, nous avons noté 16. Pour la préfecture de Sotouboua, nous avons noté 30 cas pour cette semaine. La préfecture de Zio, nous avons noté 44 cas. Vaud, 17 cas. Les Lacs, 42 cas. Ogou, 12 cas. Amou, 17 cas. Pelé, 13 cas. Est-Mono, 23 cas. Moyen-Mono, 18 cas. Mais toutes les autres préfectures en ont 2, 3, 4 ou 5 cas. Je ne les ai pas cités. À
Attention donc, plus que jamais, les mesures Covid, le respect des gestes barrières s'impose à nous, encore plus aujourd'hui. Plus restrictif, je l'ai dit tantôt. Et toujours dans la lutte contre la COVID-19, demain débute l'administration du vaccin Pfizer en seconde dose pour ceux qui ont pris AstraZeneca en première dose. Et des précisions ont été données sur le sujet, toujours à la conférence de presse de ce mercredi. Nous retrouvons Clarisse Atiklé. Le Togo vient de réceptionner 200 000 doses de vaccin Sinovac et plus de 188 000 doses de Pfizer pour la poursuite de la campagne de vaccination. La deuxième dose de Pfizer continue à Lomé, mais le Pfizer sera envoyé à partir d'aujourd'hui vers l'intérieur pour commencer demain ou vendredi en remplacement d'AstraZeneca. Donc la deuxième dose d'AstraZeneca sera faite par les doses de Pfizer sur toute l'étendue du territoire pour ceux qui n'ont pas encore eu leur deuxième dose d'AstraZeneca. Les doses qui sont arrivées de Sinovac seront aussi véhiculées à l'intérieur du pays parce que depuis longtemps, l'intérieur du pays attend des doses. Et je pense que certaines doses vont aller vers l'intérieur du pays. Plus de 90% des cas de contamination relèvent des personnes non vaccinées selon la coordination. Elle invite donc toute la population à poursuivre le respect des mesures barrières et restrictives éditées par le gouvernement et surtout à se faire vacciner. Et à ce jour du mercredi 25 août 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 20 244. 281 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 16 315. 77 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 3 754 et le nombre de décès est de 175. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Les questions de droits de l'homme sont plus que d'actualité au Togo. Le pays se prépare à présenter justement son rapport national au titre du 3e cycle de l'examen périodique universel. Un projet de rapport a été rédigé et a été soumis à l'appréciation des différents acteurs nationaux. En attendant, nous retrouvons Marie-Ange Bida ce soir pour des précisions. Plus que quelques mois et le Togo sera évalué sur la situation des droits de l'homme. Le projet de rapport est fin prêt pour le compte du 3e cycle de l'examen périodique universel des Nations Unies. Le document est soumis à l'appréciation des acteurs clés. Les institutions aussi vont revisiter les informations qui ont été données et compléter ce qu'ils ont eu à faire à leur niveau. On prend l'Assemblée nationale, elle a eu à adopter des tests. Nous avons la Cour constitutionnelle, il y a des réformes qui ont été opérées au niveau du pays. Donc c'est de tout ça là que nous allons essayer de parler, chacun à son niveau. Les parties prenantes au niveau de ce rapport, il y a d'abord le gouvernement. Après, les départements ministériels, il y a les institutions de la République aussi qui vont s'impliquer dans l'élaboration du rapport. Et il y a les organisations de la société civile qui sont des partenaires du gouvernement. Il y a les services déconcentrés, décentralisés de l'État qui vont être impliqués, la chefferie traditionnelle. En octobre 2016, le Togo était examiné au titre du 2e cycle de cet examen périodique universel et les progrès réalisés ont été bien appréciés. La rencontre de Lomé lance officiellement celle des régions qui se tiendront à Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaon. Droits humains, droits de la femme à Kara, ce sont des filles-mères qui sont formées sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles. La création d'une cellule d'écoute est également envisagée. Nestor Mozo pour des précisions. Le rapport quinquennal d'août 2019 de la mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing relève que 7 475 cas de victimes de violences basées sur le genre ont été pris en charge de 2015 à 2018 par 15 centres d'écoute et de conseil établis dans 10 localités du pays. Les données de 13 de ces centres en fin 2019 font état d'une augmentation du nombre de victimes reçues.
Cette augmentation signifie aussi l'accroissement des violations des droits humains. La lutte contre les violences basées sur le genre et la protection des jeunes filles contre les violences sexuelles exigent une mobilisation collective. C'est dans ce sens que la GIZ Pro Santé et le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D accompagnent par cette formation la Tarikad, association des tantines de la région de la Kara, sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles et la création d'une cellule d'écoute. Participent également à la formation les acteurs de l'État et de la société civile. Tarikad veut mettre en place une structure qui leur permettra de pouvoir écouter les jeunes femmes qui font face à des violences basées sur le genre, violences d'ordre divers, mais en mettant l'accent sur les violences sexuelles. Donc, lorsqu'il y a au niveau de la région de la Kara des jeunes filles qui seront victimes de ces violences-là, elles peuvent aller au niveau du siège d'Tarikad pour les orienter sur les procédures à suivre pour pouvoir peut-être avoir réparation, pour pouvoir aller en justice si besoin, pour pouvoir aller au niveau de la santé pour se faire prendre en charge. Il y a déjà des centres d'écoute dans la ville de la Kara, mais la cellule qu'on va mettre en place au sein d'Tarikad, c'est uniquement que pour les victimes de violences sexuelles. Parce que certaines d'entre nous, tantines, ont été victimes de viols, dont les grossesses sont issues que des viols. Donc ça nous fait tellement mal de voir ces filles-là souffrir comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons créer la cellule en vue d'aider les autres filles victimes de violences sexuelles pour pouvoir poursuivre les auteurs. Dans la première moitié du mois de mai dernier, les jeunes filles mères de la région de la Kara ont bénéficié d'une autre formation des mêmes partenaires, le GF2D et la GIZ Pro Santé. Cette formation a porté sur les activités génératrices de revenus en vue de l'autonomisation économique des bénéficiaires. Et les personnes âgées, elles aussi, ont des droits qu'il faudra respecter. Et tel est l'objectif donc du Conseil national consultatif des personnes âgées qui était justement en Assemblée générale hier à Lomé. Et à l'ordre du jour, le renouvellement des tests de fonctionnement du Conseil et le renouvellement du bureau exécutif. Les précisions avec Marie-Thérèse Nabédé et Sandra Aziagbe. Des seniors de 60 ans et plus au centre communautaire de Tokoin. Une rencontre initiée par le ministère de l'Action sociale pour redynamiser le Conseil national consultatif des personnes âgées, CNCPA. L'instance va être dotée de nouveaux tests juridiques et de nouveaux bureaux exécutifs. Il s'agit d'adopter les tests qui vont régir le Conseil national consultatif des personnes âgées, qui est un mécanisme d'inclusion. Et à la fin, quand le test là sera adopté par les délégués venus de toutes les préfectures du Togo, procéder à une élection qui va permettre de mettre en place l'instance qui va diriger le Conseil national consultatif des personnes âgées. Nous disons vieillir, oui, mais être oublié, non. Donc, pour ne pas être oublié, il faudrait que nous renforcions nos plaidoyers pour arriver à ces objectifs. Pour favoriser la prise en charge de ces personnes du troisième âge, le gouvernement togolais a entrepris des actions. Elles vont de l'amélioration des prestations de la caisse de retraite et de la caisse nationale de sécurité sociale à l'instauration de l'Institut national d'assurance maladie INAM, en passant par l'appui en vivre et non vivre. On annonce également la construction de 2 maisons de retraite. À ce jour, les sites retenus pour ces constructions sont acquis. Les travaux démarreront très bientôt et les plans architecturaux élaborés. En outre, le projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées a été adopté le 24 juillet 2020 en Conseil des ministres et la loi autorisant sa ratification a été votée à l'Assemblée nationale le 3 novembre 2020. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans la droite ligne de la vision politique du chef de l'État de faire de la solidarité nationale un vecteur de cohésion sociale, de paix et de stabilité pour le développement du pays. À l'issue de cette assise, le nouveau bureau exécutif du CNCPA, composé de 8 membres élus, va être connu. En décembre 2019,
Le nombre total de personnes âgées au Togo tournait autour de 415 900, soit 5,4% de la population. Et nous parlons des plus jeunes, des enfants à présent, mais des enfants vivant avec le VIH et pour une meilleure prise en charge. Donc, leur prise en charge, une convention vient d'être signée entre l'ONG Espoir Vie Togo et une fondation, la fondation Hussein Meterek. De quoi sera-t-il question concrètement? Le reportage est signé Marie-Rena Beta et Ulrich Chamega nous le dit. Et c'est fait. Par cet accord, le contrat de prise en charge des enfants infectés au VIH-Sida entre la Fondation Hussein Meterek et l'ONG Espoir Vie Togo est scellé. 150 enfants et adolescents sont pris en compte. Assurer leur bilan biologique, c'est l'objectif que s'est assigné la Fondation Hussein Meterek. Les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude. C'est une grande joie pour l'organisation et nous en sommes fiers de recevoir cet appui financier que nous a fait la Fondation. Cette subvention va aider 150 enfants vulnérables qui sont atteints du VIH, dont les parents n'ont pas les moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins médicaux. La prise en charge de la personne vivant avec le VIH est une prise en charge médicale, psychologique et sociale. Chaque patient dépisté positif se voit offrir la prise en charge par les ARV le même jour ou dans les jours qui suivent afin de commencer immédiatement le traitement. Au total, 975 000 francs seront destinés pour la réalisation des bilans biologiques, soit 50 bilans par mois. Cette convention va favoriser le suivi biologique de ces enfants infectés au VIH-Sida, ce qui devra contribuer à leur épanouissement et à leur insertion sociale. Nous avons compris que pour le suivi médical des enfants qui vivent avec le VIH, il faut des analyses. Et donc sans analyse, il est vraiment compliqué de pouvoir leur permettre d'avoir un suivi efficace. Une prise en charge de chaque enfant par des personnes différentes, ça pouvait leur perdre encore du temps. Alors que nous comptons déjà au niveau de EVT, selon les informations que nous avons eues, des cas d'insuffisance rénale, des cas de maladie, parce que cette analyse avait été faite peut-être en retard ou avait manqué. Donc nous voudrions éviter ce drame-là. C'est pourquoi nous avons agi au plus vite. La Fondation Hussein Meterek existe depuis 6 ans et œuvre dans le domaine de l'éducation, la santé et l'assainissement. Ceci pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Hors du Togo, quel sera le sort des victimes de Hissène-Habré? La question reste posée. La question de leur indemnisation est posée donc au lendemain du décès de l'ex-chef d'État tchadien qui était incarcéré à Dakar, au Sénégal. À la mort de l'ancien homme fort du Tchad, Hissène-Habré, le collectif des victimes de son régime s'est réuni mardi dans la capitale N'Djamena. Objectif, faire pression sur l'Union africaine pour leur indemnisation. Selon la Cour spéciale africaine, Hissène-Habré devait verser 33 000 $ à chaque victime. Il ne se passera rien du tout. La lutte pour l'indemnisation va continuer. Parce que je crois qu'au niveau de l'Union africaine, les chefs d'État africains ont créé un fonds fiduciaire au profit des victimes. Les victimes et leurs avocats soupçonnent qu'Hissène-Habré était resté à la tête d'une fortune considérable et attendent toujours leur indemnisation. En tant que victime, nous aurions souhaité que Hissène-Habré puisse vivre longtemps et qu'il puisse assister même à l'indemnisation des victimes. Mais dommage, il est parti très tôt. On aurait, au vu de sa condamnation à perpétuité, ça ne veut pas dire qu'il devrait partir si tôt. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi, il est parti et nous déplorons son décès. Mais la lutte continue. Hissène-Habré a dirigé le Tchad de 1982 à 1990. Il purgeait à Dakar, au Sénégal, une peine d'emprisonnement à perpétuité. Il est mort mardi à 79 ans.
Et puis toujours dans l'actualité, on le redoutait et c'est finalement officiel. L'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. Et l'Algérie avait accusé depuis la semaine dernière son voisin de soutenir le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un mouvement jugé terroriste par le gouvernement d'Alger. En page nationale, un infirmier d'État avait été sauvagement poignardé il y a quelque temps par 2 malfrats qui voulaient vider la caisse du centre médico-social d'AVV dans les Lacs. L'agent de santé avait été sollicité par ces 2 individus pour soigner un présumé malade et ensuite pris à partie une fois arrivé au CMS vers 23h. Eh bien, ces présumés malfrats ont été appréhendés par la gendarmerie d'Aklako. Et Deb Sousoupo pour le récit. Ils sont 2 jeunes à avoir troublé la tranquillité de la population d'AVV dans les Lacs dans la nuit du 9 août dernier. Les villageois, alertés par des cris de détresse d'un agent de santé du milieu, étaient venus à sa rescousse. Celui-ci baignait déjà dans le sang. Agon Folie-Olivier togolais et Ernest Sossou, dit Obed béninois, en sont les présumés auteurs. Agon Folie-Olivier et son compère étaient allés, réveillés aux environs de 23h, leur victime, implorant sa clémence afin qu'ils se rendent au CMS pour sauver la vie d'un soi-disant parent malade. L'agent de santé les suivit sans se douter de rien. Lorsque l'infirmier les a conduits à la salle de soins, ils se sont jetés sur lui et l'ont blessé grièvement à la tête, au cou et à l'omoplate. La brigade territoriale de gendarmerie d'Aklako, alertée, s'est transportée sur les lieux. Les recherches immédiates ont permis de retrouver vers 3h du matin une moto Yamaha immatriculée 6701 GA. Dans le creux de cette moto se trouvait un couteau imbibé de sang et un sac à côté contenant le pistolet factice, 2 seringues et 2 cagoules. Poursuivant les investigations avec l'aide des populations, Agon Folie-Olivier a été interpellé le 20 août 2021 à 23h. Interrogé, il a reconnu les faits et a cité son co-auteur. Ce dernier a été interpellé le 21 août 2021 à 5h dans les ghettos de Sanvé-Kondi à Aného. La perquisition de son domicile a permis de saisir de la drogue, un carnet jaune de vaccination et un passeport ivoirien. Cet engin appartient à une sage-femme en service au CMS d'Adamé. Son fils, l'un des présumés cambrioleurs, l'a sollicité pour se rendre à Lomé. La mère de Agon Folie dit ignorer que son enfant avait des intentions inavouées et impropres. Olivier, âgé de 26 ans, avait dit à sa mère qu'il allait faire un dépôt de dossier pour le concours d'ENFA de Dové. Ils ne sont pas à leur premier coup d'essai. Les 2 malfrats confrontés ont avoué les faits et ont cité d'autres actes criminels dont ils étaient auteurs et membres. Vigilance encore. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse d'après le compte rendu du Conseil des ministres. Je suis Esaïe Edo, journaliste à Focus Info. Ma question est relative au premier projet de décret qui est relatif à l'approbation de la charte des TPME. J'aimerais savoir quels sont les avantages qui découlent de cette charte pour les entreprises. Ensuite, savoir comment l'État compte accompagner ces entreprises afin qu'elles s'adaptent ou se conforment au contenu de la charte. Le projet portant approbation de la charte des TPME s'inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes d'appui aux petites et moyennes entreprises. Et cette charte permet d'abord d'affirmer une nouvelle catégorisation des TPME. Désormais, on a les très petites entreprises, les petites, les moyennes entreprises. Et
avec cette nouvelle catégorisation, l'État identifie clairement chaque acteur et peut désormais segmenter son action vis-à-vis de ces différents acteurs. Alors, quel est l'avantage pour les différentes entreprises d'adhérer à cette charte? Parce qu'il faut d'abord adhérer à la charte pour pouvoir profiter des avantages. Et une fois qu'une TPME adhère à cette charte, elle bénéficie d'abord de l'accompagnement de l'État. Un accompagnement qui est d'abord un soutien non financier, qui va consister par exemple à l'aider au regard des formalités foncières, à l'aider dans la mise en place des normes ou des certifications, à l'accompagner dans la recherche de financement, à l'accompagner également dans des plans de formation. Donc il y a une palette d'avantages qui sont précisés par la charte et toutes les entreprises qui adhèrent à cette charte pourraient bénéficier de ces avantages-là. Maintenant, pour les entreprises elles-mêmes, adhérer à cette charte leur permet de s'organiser entre elles. Et puisqu'elles sont organisées entre elles, elles peuvent, en constituant une force, dégager des points de solidarité entre elles pour pouvoir avancer. On peut d'ailleurs rappeler que la charte permet le développement des centres de gestion agréés, par exemple, des mécanismes de financement qui peuvent être mis en place pour aider ces entreprises à croître et à continuer à nous permettre d'avancer dans notre économie parce qu'il faut le dire, ce sont ces très petites, ces moyennes entreprises qui fournissent le plus grand nombre de salariés et qui soutiennent durablement notre économie. Je suis Etonam Kokoroko, journaliste à New World Info. Alors, je m'intéresse au programme d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. Quelle est la particularité de ce programme? Parce que nous avons eu plusieurs plans sur le territoire national de la gratuité de la césarienne. Aucune femme ne doit mourir en donnant vie. Aujourd'hui, ce programme-là, quelle est sa particularité? Alors, vous avez cité un certain nombre d'actions directes, des projets qui ont été mis en œuvre par le gouvernement ces dernières années. Aujourd'hui, ce qui est mis en place, c'est un programme. C'est un programme qui vient d'abord consolider l'existant et l'étendre. Alors, si on prend le programme d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né, un programme que l'on va dénommer WESU, qui signifie vie dans un certain nombre de nos langues nationales. Donc, ce programme va consolider l'existant et l'étendre. Dans les différents projets existants, on connaissait notamment la césarienne, le programme sur la césarienne, qui permettait à certaines femmes enceintes de pouvoir accéder plus facilement à cet acte-là. Et aujourd'hui, on va avoir un programme qui va prendre en charge plus largement, en commençant dès le départ, les consultations prénatales qui sont prises en charge, les analyses pendant la grossesse, un certain nombre de médicaments aussi pour pouvoir accompagner la femme enceinte et évidemment l'acte d'accouchement qui est pris en charge jusqu'à un certain taux, bien évidemment. Mais au fond, non seulement ce programme vient consolider et étendre, mais le programme vient mettre l'accent sur une nouvelle approche du système de santé togolais qui va désormais s'articuler autour de la prévention. Parce qu'une femme qui est prise en charge dès les consultations prénatales est mieux diagnostiquée et est mieux suivie. On peut anticiper les difficultés et les résoudre dans la plupart des cas. Mais le programme ne s'arrête pas à la grossesse, le programme va jusqu'à l'accouchement. Ce qui fait que dès les premières périodes d'accouchement, qui sont des périodes critiques également, la femme enceinte est prise en charge, le nouveau-né aussi est pris en charge. Tout ceci pour arriver à atteindre un objectif qui est fixé aujourd'hui de moins de 100 décès maternels sur 1000 par année dans notre pays. En 2014, on était encore à 400 décès, ce qui est plutôt important. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi 42 jours? Alors, évidemment, on ne laisse pas le bébé comme cela. De la naissance jusqu'à 42 jours, on a une période de référence qui est indiquée par les médecins comme étant la période critique. Durant cette période, le risque pour que le bébé décède ou même que la maman succombe est très élevé. Ce qui fait que le programme permet de couvrir cette période.
Mais comme je vous le disais, il s'agit d'un programme qui est mis en place et qui va aller progressivement. Après, les parents reprennent la main, évidemment, dans l'accompagnement de leur bébé. Et l'État continue par d'autres mécanismes à assurer cet accompagnement-là. N'oubliez pas qu'en étude, actuellement, il y a une loi qui va porter assurance maladie universelle. Et cette loi viendra consolider tout le dispositif et ne laissera personne sur le bord de la route. Moi, c'est Ben Tchakpata. Je représente le journal L'Humanité. Je voudrais m'appesantir sur la problématique des transports des marchandises dangereuses. Je voudrais savoir quelles sont les dispositions prises par rapport à ces marchandises dangereuses-là. La question des marchandises dangereuses est au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, nous le savons tous. Et l'adoption de ce décret vise précisément à réduire les risques d'accidents liés au transport, au stockage, plus globalement à la gestion de ces marchandises dangereuses. Alors, pour qu'une marchandise dangereuse puisse arriver chez vous, il faut que vous l'ayez autorisée. Donc ce texte nous permet d'avoir un œil sur l'entrée des marchandises dangereuses sur notre territoire. Donc nous avons la latitude d'accepter ou de refuser ces marchandises-là. Mais une fois que nous les avons acceptées, encore faut-il que nous puissions les gérer. Donc le texte va nous permettre de mettre en place des règles précises relativement à la manutention de ces marchandises dangereuses, au stockage de ces marchandises dangereuses dans des espaces qui vont être des espaces sécurisés, avec un personnel qui va être formé à propos, parce que pas n'importe qui peut manipuler ces marchandises-là, peut les identifier. Donc, toutes ces étapes de la gestion des marchandises dangereuses sont prises en compte par ce décret. Au-delà même du transport et du stockage, il est possible que ces marchandises viennent à circuler sur notre territoire. Par exemple, arriver au port de Lomé, ensuite transiter par le port pour aller vers les pays de l'Hinterland. Dans ce cas-là aussi, la circulation de la marchandise est encadrée et le personnel propre à assurer l'escorte de cette marchandise, ce personnel sera formé à propos. Donc, nous nous dotons ici d'un cadre précis, d'un cadre rigoureux qui permettra non seulement de mettre ensemble le ministère en charge du domaine maritime, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère de la Santé aussi, afin que nous puissions nous prémunir contre tout accident. Moi, c'est Aruna Isaka de la télévision togolaise. Le programme d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né, à quand espérer l'effectivité de ce programme? Très bien. Le décret vient d'être adopté en Conseil des ministres. Les formalités de publication vont être faites. Et dans les prochains jours, vous aurez d'abord une conférence de presse de lancement du programme. Et cette conférence de presse de lancement du programme donnera la date précise et sans cacher ce qui est évident, dans les prochains jours, le programme est opérationnel. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Je suis Patrick Degbevi de Radio Pyramide sur l'assurance maladie universelle. Bon, je me demande, est-ce que le dispositif sanitaire est efficacement organisé chez nous pour l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle? Sur la loi portant assurance maladie universelle au Togo, je me permets de rappeler que la loi est encore en étude. Une première étude a eu lieu au précédent Conseil des ministres, une seconde aujourd'hui et une troisième aura lieu au prochain Conseil des ministres. Cela permet de dire d'ores et déjà l'importance du texte qui est en étude au Conseil des ministres. Et en marge de l'importance du texte, et pour répondre à votre question, notre pays a fait des efforts importants en termes de renforcement de ses capacités sanitaires. On l'a vu, désormais les grandes régions sont en train d'être dotées de centres de santé. Un maillage plus précis du territoire en termes d'unités de soins périphériques a été réalisé et nous sommes au surplus accompagnés désormais par la Banque mondiale dans ce programme-là. Donc si le Togo s'apprête à mettre en œuvre un programme aussi important, c'est que nous sommes prêts, mais nous sommes prêts à notre hauteur. Et n'oubliez pas, sur un texte comme celui-là ou sur un programme comme celui-là, la progression ou la progressivité est la règle.
nous allons commencer à la mesure de l'existant et progressivement, le programme va se déployer et atteindre sa vitesse de croisière. Merci. Et pour terminer, je vous donne lecture de ce communiqué du gouvernement. Le programme Wezu sera lancé demain 26 août à Lomé en lieu et place de Soutoubois en raison de la flambée de cas dans ce district sanitaire. Suite à la constatation d'une augmentation fulgurante de cas confirmés et de décès cette dernière semaine, le gouvernement informe les populations que la cérémonie de lancement officiel du programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né, initialement prévu au CHP de Soutoubois, est annulée et se déroulera finalement à Lomé lors d'une conférence de presse qui sera organisée à cet effet demain jeudi 26 août 2021. En effet, en raison des foyers de contamination détectés dans le district de Soutoubois, le gouvernement informe la population en général et celle de la dite préfecture que les conditions sanitaires ne permettent plus l'organisation de la dite cérémonie dans le strict respect des mesures barrières. C'est le lieu de rappeler que les mesures édictées en lien avec l'état d'urgence sanitaire restent et demeurent en vigueur. Il s'agit entre autres du maintien de l'interdiction de regroupement et d'attroupement de personnes dont le nombre ne doit excéder 50. Interdiction de fêtes traditionnelles ou réjouissances populaires. Maintien de l'organisation des funérailles dans l'intimité familiale. Maintien de la fermeture des discothèques. De plus, le gouvernement rappelle que la vaccination constitue le moyen le plus efficace contre la pandémie de la COVID-19. À cet effet, il invite toute la population à se faire vacciner pour contribuer à l'atteinte de l'immunité collective. Toute personne désireuse de se faire vacciner doit se faire enrôler en composant le étoile 844 dièse ou en se rendant sur le site le www.vaccincovid19.gouv.tg pour se faire enregistrer et se rendre ensuite dans un centre de santé. Le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette phase de vaccination destinée à accélérer le retour à la normale. C'est signé le gouvernement. Et voilà, donc c'est sur cette information, ce communiqué du gouvernement, l'information à retenir, c'est donc l'annulation de la cérémonie de lancement du programme Wezu à Soutoubois, mais le lancement donc se déroulera plutôt en lieu et place à Lomé demain 26 août 2021. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.